Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non? Bah c'est rassurant. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Nous sommes en guerre. Et oui, et la guerre continue, à bas bruit, à signaux faibles ou à signaux forts. Eh bien, on va parler d'abord de transparence. On va parler de transparence. Ça s'est passé en janvier dernier. On en a un peu parlé, mais pas vraiment. Et surtout, quand on a appris la composition des listes aux élections européennes, notamment des listes des candidats, des députés qui seront, s'ils réussissent, députés français au Parlement européen. Et vous allez voir quand même, c'est très intéressant comment on traite la transparence et comment certains considèrent que la transparence est un délit, ou presque. Et puis on va parler avec Luc Châtel. On avait reçu hier, vous rappelez, le maire de Mions, Claude Cohen, qui a jeté l'éponge. On va recevoir Luc Châtel pour un livre assez explosif. Qui veut la peau des maires de France? Est-ce qu'on veut vraiment en finir? Est-ce que il y a une hostilité généralisée? On va en parler avec lui. Un livre très très instructif. Et puis évidemment, on va parler des perles. Gabriel Attal hier, inaugurant un centre d'insertion, d'internat, un véritable internat. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est un miroir chauffé à blanc de ce qui se passe en France aujourd'hui, vraiment en quelques secondes. Et puis, eh bien, la guerre, mais quelle guerre? Et quelle guerre? Troisième guerre, guerre à bas bruit, guerre. On va en parler avec le géopolitologue Alexandre Delval, vous savez, auteur de nombreux livres sur le totalitarisme, sur la géopolitique. On va en parler longuement avec lui. Où en sommes-nous? Est-ce que c'est J-1, J-10? Il est minuit, docteur Delval. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, la blanquette de veau, je ne sais pas, mais nous aimons la transparence. La transparence, vous savez, on est là pour ça. On est là pour, effectivement, essayer de combattre ou de limiter l'enfumage, le circuler, rien à voir, la poussière sous le tapis, la patate chaude que l'on se refile, surtout sans la nommer. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça va se passer comme ça au Parlement européen? Je vous rappelle, 9 juin, élection du Parlement européen dans 27 pays. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et c'est vrai qu'on peut se demander, on leur demande la vérité. Pourquoi on élit un Parlement européen? Pourquoi les campagnes actuellement? Tout le monde est en campagne du matin au soir et du soir au matin dans les fenestrons. On va parler sous la houlette et la surveillance de l'Arcom, bien sûr, l'ancienne haute autorité de l'audiovisuel. Pourquoi? Or, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on en avait un peu parlé en janvier. Mais là, c'est très intéressant de voir qui a voté quoi. Alors, en janvier dernier, l'amendement 14 bis, qui avait été déposé au nom du groupe ECR, invite la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission à publier immédiatement les contrats non expurgés liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Rappelez-vous, on en a suffisamment parlé dans cette émission, que jusqu'ici encore, on ne connaît pas la totalité du contenu de ces contrats signés avec Pfizer, avec AstraZeneca, avec d'autres aussi, Gilead et autres. On ne connaît pas la totalité
totalité. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus important quand on signe un contrat à 40, à 70 milliards de dollars? Il s'agissait effectivement, encore une fois, ça concerne 400 à 430 millions d'Européens. Eh bien, savoir ce que vous achetez, savoir ce qu'il en est, savoir, voilà, la transparence, les contrats, hein, on ne demandait pas autre chose, effets secondaires, effets collatéraux, qu'on soit pro-vax ou anti-vax. Et moi, dans mon âme d'enfant et dans ma naïveté première, je pensais que la quasi-totalité des parlementaires européens, en tout cas des parlementaires français qui nous représentent au Parlement européen, allaient voter pour la transparence. Que nenni! Et d'ailleurs, la majorité du Parlement européen a voté contre, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne connaît toujours pas la totalité du contenu des impôts. On en avait parlé ici, avec paix à son âme, avec Michel Rivasi, la députée européenne EELV, qui a fait un travail formidable, avec Virginie Joron également, qui continue à faire son travail, et puis avec beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, je vais vous lire la liste totale des députés français qui ont voté contre la transparence. Mais comment peut-on voter? Très franchement, en dehors, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême ou pas, comment peut-on voter contre la transparence de ces contrats? Après tout, ce sont des contrats qui ont été signés par Ursula von der Leyen, la Commission européenne, et toutes les gouvernements de toutes les nations européennes ont approuvé, ont co-signé, sinon elles ont approuvé. Eh ben, je vais vous les lire, parce que c'est important. Qui a voté contre? Alors, François-Xavier Bellamy, mais il a rectifié son texte, il faut le reconnaître, il a tout de suite dit qu'il avait rectifié, mais il avait voté en première en disant, voilà, alors Colin Osterlé, Arnaud Danjean, Brice Hortefeux, Didier, Laurent Saillet, Sander. Parmi les Renew, Amalric, Bijoux, Boyer, Brunet, Pascal Canfin, Chabot, Sicurel, De Séry, Faringue, Gozzi, Grudier, Bernard Guetta, Karl Esquin, Fabienne Keller, Loiseau, Nathalie Loiseau, bien sûr, contre la transparence, Orville, Riquet, Tolleret, Védrenne, Yambou et Yoncourtin. Mais aussi, last but not least, dans ce groupe Renew, Valérie Hayer. Valérie Hayer, je rappelle, elle est actuellement la tête de liste de Renew aux élections européennes. Valérie Hayer, qui parle du matin au soir, de valeurs, de ce qu'il faut faire, etc., d'exigences, a voté effectivement contre la transparence des contrats Pfizer et compagnie. Intéressant, non? Eh bien, c'est pas fini. Dans la liste S&D, socialiste, Clergeau, Durand, Guillaume, Laluc, Larouturou, Aimé Barrec, Aurore Laluc et Pierre Larouturou. Et, last but not least également, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann a voté contre la transparence. Il passe du matin au soir sa vie à faire la morale et la leçon à tout le monde. C'est quand même hallucinant. Vraiment, alors écoutez, vous répondez quand vous voulez, vous êtes welcome, vous êtes les bienvenus ici, mais je veux comprendre comment on peut effectivement en tant que député, en tant que représentant du peuple, en tant que représentant des valeurs, parce qu'on ne parle que de valeurs et de morale, comment pouvez-vous voter contre la transparence? Comment? En dehors de vraiment de votre position sur les vaccins et sur le reste, comment peut-on? Eh bien voilà. Nous avons deux têtes de liste, la liste Renew de Valérie Hayer et la liste socialiste de Raphaël Glucksmann. Tous les deux têtes de liste ont voté contre. Alors, reconnaissons aussi, Bellamy, encore une fois, tête de liste également, il a corrigé son vote, disons-le, et puis de l'autre côté, il faut reconnaître que ceux parmi qui ont voté contre, effectivement, pour la transparence, eh bien, il y a dans les identités et développement Androuet, il y a Bagneux, Bild, Brunat, Chagnon, Dachigaro, Griset, Jamet, Virginie Joron, Lacapelle, Le Breton, Mariani, Minardi et Olivier. Voilà. Et Jordan Bardella aussi, tête de liste, effectivement, de Identité et Démocratie. Et puis aussi, alors dans la France, la gauche,
gauche, la tête de liste Manon Aubry a voté pour la transparence, avec Chaibi, Morel, Mesure et Pelletier. Et puis parmi les Verts, il faut le dire, Alfonsi, Bito, Carême, Cormand, Delbos-Cornfeld, Dely, Karima Dely, Gruffat, Massa, Rouz et Thiollet ont voté pour la transparence. Voilà. Il y a eu aussi bien le Rassemblement national que la gauche, que les écologistes. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre parti pour telle ou telle formation, mais je pose la question qui est quand même une question absolument primordiale. Comment pouvez-vous voter là-dessus, sur quelque chose de très précis, contre la transparence et contre savoir, effectivement, je le rappelle, cet amendement, il est très simple, hein. Il invite la médiatrice à continuer d'exhorter la Commission européenne, évidemment, rappelez-vous, dirigée par Ursula von der Leyen, qui avait refusé absolument de faire connaître ses SMS avec Albert Bourla, le PDG des laboratoires Pfizer, hein. Ça, pas question, encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on demandait à publier immédiatement les contrats non expurgés, parce qu'ils étaient tous expurgés, quand on montrait aux députés même, liés à l'achat de vaccins contre la Covid-19. Encore une fois, franchement, ne me parlez pas de politique, ne me parlez pas de valeurs, ne me parlez pas de morale, ne me parlez pas de vos grands effets de manche si vous n'êtes pas foutus quand il se pose ce problème de la transparence, et ce n'est pas un secret d'État, c'est pas sur le nucléaire, c'est pas sur la guerre Russie-Ukraine, c'est sur la santé et la vie de 400 millions d'Européens, pour ne pas parler du reste du monde. Voilà, c'était vraiment la réflexion du jour, et j'aimerais savoir, tous ceux auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio qui allaient voter, ce que vous en pensez. Et puis autre chose aussi, j'ai reçu beaucoup d'auditeurs, de tweets, quelques-uns qui me demandaient pourquoi vous faites pas parler Asselineau, pourquoi vous faites pas parler Philippot. Effectivement, les petites listes, entre guillemets, hein, je ne dis pas que je leur souhaite ne n'être pas petites au moment du vote. Eh bien, deux choses. Vous savez que depuis le 15 avril, toutes les radios, les télévisions, tous les médias sont soumis à la même loi, au même règlement de l'Arcom, qui consiste à une répartition très précise. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est comme ça. Des temps de parole, des listes, des candidats, etc. aux élections européennes, en fonction des derniers résultats, qu'ils soient présidentiels ou effectivement ou des dernières élections européennes d'il y a 4 ans ou 5 ans, en fonction aussi des sondages et effectivement des pourcentages des listes. Voilà, encore une fois, on peut dire mais le principe d'égalité n'est pas posé. Bon, voilà, mais il y a une espèce de péréquation et de proportionnalité. Donc moi j'avais demandé, je vous dis ça pourquoi, j'avais demandé avant le 15 avril, où on n'avait pas ces règlements, j'avais demandé effectivement à Asselineau, François Asselineau, et à Florian Philippot de venir parler du souverainisme. Ils avaient 1 heure pour venir en direct sur Sud Radio, dans mon émission, parler du souverainisme. Eh bien, écoutez, vous savez ce que j'ai eu comme réponse? Alors, Florian Philippot m'a dit, et ça n'empêche pas qu'on le recevra, hein, mais dit amicalement ou gentiment, que lui voulait un pro-UE, un anti-UE, et qu'il ne voulait pas, sinon, dit-il, dans un tweet qu'il a envoyé à mon collaborateur, c'est du spectacle. Quant l'entourage, quant aux collaborateurs de François Asselineau, ils ont dit non, c'est pas de son niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les souverainistes, qui vont peut-être faire même pas 4 à 5 chacun, qui vont peut-être pas avoir un seul député, au lieu de discuter pendant 1 heure ensemble de ce que c'est que le souverainisme, font du tout à l'ego. Ah non, moi je veux bien tout seul. Ah non, pas avec lui là, c'est pas de mon niveau. Ah moi je veux bien être tout seul, mais attention, c'est du spectacle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment voulez-vous arriver à quoi que ce soit? Comment voulez-vous convaincre qui que ce soit, même si vous faites 200 000 dans les écoutes, même si vous êtes très lucide, et on applaudit, bravo, etc., etc. Mais vous n'êtes même pas foutu de venir discuter à 2 pendant 1 heure, 1 heure et quart sur Sud Radio, de parler un peu de ce qui intéresse les gens, souverainisme ou pas, Frexit ou pas, on sort de l'euro ou pas. Vous n'êtes même pas foutu de le faire. Pourquoi? Parce que non, moi je vais tout seul. Ah ben lui, je veux pas parler avec lui. Non, etc. Mais enfin, franchement, mais vous allez comment? Mais c'est pas parce que vous faites 200 000 ou même 1 million d'écoutes et de views. Nous sommes très nombreux
heureux. Les TikTokers font 3 millions de vues. Alors arrêtez de nous bassiner avec vos auditoires. Arrêtez, et puis vraiment, soyez un tout petit peu moins narcissique et faites votre boulot, voilà. Et je parle de gens que j'estime. J'estime beaucoup Florian Philippot. Asselineau est un type qui a beaucoup de talent aussi et de connaissances, mais laissez vos égos au vestiaire, franchement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause pour l'instant sur Sud Radio et on va parler de Qui veut la peau des mères avec Luc Châtel qui est notre invité juste après cette petite pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio 12h28, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et aujourd'hui pour nous parler de les mères, est-ce qu'ils sont en danger, André Berkov? Est-ce que nos mères sont en danger? On en parle avec Luc Châtel qui vient nous voir pour ce livre Qui veut la peau des mères aux éditions du Cherche Midi. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous avez reconnu, même s'il ne chante pas, c'est Léo Ferré, Je vous hais. Je vous hais. Alors lui, ça n'a rien à faire. Effectivement, ce ne sont pas les mères qu'il hait, mais effectivement tous les empêcheurs, tous les gens qui essayent de penser en rond et qui ne sont que dans les passages cloutés. Mais là, il y a quelque chose de passionnant. Est-ce que les maires vont disparaître? Vous allez me dire, mais comment les maires? 36 000 communes, 36 000 maires, ça marche très très bien. Pas du tout. Et Luc Châtel va publier, il sort jeudi, un livre que je vous recommande, Qui veut la peau des maires de France? Parce que on se dit le maire, en général, ça marche très très bien. Ça sort au Cherche Midi, le livre. Et puis Luc Châtel, vous le dites vous-même d'ailleurs dans les sondages, dans les écoutes, au sein du monde politique, les maires se distinguent favorablement en recueillant la confiance de 3 Français sur 4. 3 Français sur 4 aiment les maires. Et en même temps, vous commencez votre livre et c'est vraiment bourré d'enseignements, c'est que le nombre de maires qui veulent s'arrêter, qui n'en peuvent plus, qui veulent partir, et effectivement, est-ce que franchement, le maire, la fonction de maire, est une institution qui peut mourir? Alors moi, là, clairement, elle est en train de dépérir, oui, pour 2 types de raisons. Ouais. D'une part, il y a la fatigue personnelle des maires et les agressions personnelles des maires. Et le livre est parti de ça, des 2 agressions spectaculaires très médiatisées qu'il y a eu en 2023 à la Île-et-Rose et à Saint-Brévin-les-Pins. Oui, où une voiture, rappelons, on pense que c'était une voiture bélier a enfoncé la maison. Et tire au mortier sur la maison où le maire n'était pas là, c'était le début des émeutes, il était dans sa mairie, sa femme et leurs 2 enfants dormaient et donc sa femme a dû s'enfuir avec les 2 enfants et d'ailleurs elle s'est blessée en s'enfuyant par le jardin. À Saint-Brévin-les-Pins, sa maison, il dormait avec sa femme dans sa maison a été incendiée en pleine nuit. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce n'est que exceptionnel ou est-ce que derrière il y a une réalité? Et vous avez découvert énormément de. Eh bien oui. Et donc j'ai été stupéfait parce que en plus moi c'est un sujet que voilà, j'ai été journaliste pendant 25 ans, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, donc je connais, j'ai rencontré beaucoup de maires et jamais j'avais entendu ça. Donc là je découvre à la fois un nombre d'agressions incroyables. Vous donnez une liste à la fin de votre livre. 53 agressions violentes en 2023. Ce n'est que celles qui sont connues, qui sont rendues publiques, parce que ce que je dis dans le livre, là par exemple, je donne le chiffre du ministère de l'Intérieur qui a pas encore été rendu public, mais pour 2023, 2700 plaintes et signalements d'élus, dont la plupart sont des maires. 2700. Et en hausse de 15% par rapport à l'année précédente, et entre 2021 et 2022, il y avait déjà une hausse de 30%. Donc on est clairement sur une augmentation. Et derrière ça, ce que je raconte aussi avec beaucoup de témoignages, c'est que des maires disent d'une part qu'ils ne veulent pas porter plainte. Alors pour 2 types de raisons. D'abord parce que parfois ils ont peur en fait quand on a. Et souvent le problème se pose dans les petites communes. Et moi le livre est vraiment très axé sur les petites communes. Et je rappelle parenthèse que en France nous avons la moitié des communes, donc plus de 18 300 communes à peu près, sont des communes de moins de 500 habitants. Et vous avez 97% des communes de France qui font moins de 10 000 habitants. Les communes françaises, c'est des petites et des moyennes communes. Et quand vous êtes élu d'une petite commune de quelques centaines d'habitants, vous connaissez tout le monde. Donc à partir du moment où vous êtes
pris à partie. Alors déjà, vous êtes plus souvent pris à partie puisque tout le monde vous connaît, tout le monde donc s'arroge le droit de venir vous interpeller, voire de vous insulter. Et par ailleurs, beaucoup me disent, mais quand on est pris à partie, c'est très compliqué parce que une des raisons les plus fréquentes, c'est les conflits de voisinage. Ouais. Moi, je vais devoir prendre parti entre deux personnes que je connais. Comment prendre parti? Donc, les maires ont cette pression constante, donc pression physique, et je donne beaucoup de descriptions parce que il y en a à la fois beaucoup plus que moi ce que je pensais d'agressions, et elles sont hyper violentes. Est-ce que cette violence, alors Luc Châtel, est-ce qu'ils vous ont dit, les personnes que vous avez enquêtées, les maires, etc., ça a augmenté depuis quelques années? Est-ce qu'ils sentent un accroissement vraiment de la violence? Alors, eux ressentent. Il y a un critère qu'on peut prendre aussi. Alors, il y a deux types de critères. Il y a déjà des critères très concrets de type d'attaque, et donc il y a vraiment des tentatives de meurtre quand des personnes vont couper les freins d'une voiture ou trafiquer des voitures. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, les maires ne sont pas morts, mais ils auraient pu mourir si s'étaient pas rendu compte que. Et il y a un autre critère dont je parle pas mal. Alors, qui est plus un critère d'agressivité. Alors, qui se mesure en fait très précisément. Je cite beaucoup d'études pour vraiment m'appuyer le plus possible sur des faits. À partir de l'étape un peu décisive, ça a été la période du Covid, le confinement, où les gens sont enfermés au confinement. Le repli sur soi, ce dont parlent beaucoup d'élus et de personnes citées dans d'autres études qui concernent d'autres domaines, c'est la coupure du lien social. J'ai un maire là de la Nièvre que je cite pas mal dans le bouquin parce que je trouve que sa situation est exemplaire. Le maire de Brassy, village de 600 habitants dans la Nièvre, c'est vraiment une commune assez symptomatique parce que la ville la plus proche est à 80 km, c'est Nevers, c'est une ville un peu coupée de tout. Lui, c'était un jeune maire, je l'avais rencontré il y a 15 ans, il venait d'être élu pour son premier mandat, il avait une trentaine d'années, il avait la pêche, et là il se trouve que pendant que je faisais le livre, à un moment, il m'écrit, il me dit je vais démissionner, c'est fini, j'en peux plus. Dans sa commune, il m'a dit que avant le confinement, il y avait la cérémonie des vœux, comme ça se fait dans toutes les communes. Et c'est vrai que dans les petites communes, la cérémonie des vœux, c'est le moment où tout le monde peut venir voir le maire, et le maire se sent volontiers accessible, se rend volontiers accessible. Les vœux de fin d'année, oui, c'est ça. Voilà, pour rencontrer soit les nouveaux habitants, puis parler des problèmes. Bon, moment de convivialité, de lien social par excellence. Et il m'a dit qu'à partir du Covid, il y a 2 fois moins de personnes qui viennent parce que les gens ont eu l'habitude aussi de faire du présentiel. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des comportements, et c'est pour ça que j'ai cité une des parties des citoyens consommateurs. C'est que le Covid a aussi renforcé, et là je cite une étude très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, qui dit que ça a renforcé vraiment le poids de la consommation dans les habitudes sociales des Français. C'est-à-dire qu'on était chez soi et puis on a pris l'habitude notamment de commander des livraisons. Donc forcément, quand on commande par livraison, on est un peu plus, on a envie que le livreur arrive à l'heure. On est un peu plus anxieux. Vous voulez dire ça l'anxiété a quand même augmenté la violence quelque part. La réaction de stress, l'agressivité, et parce que les maires disent tous que désormais ils sont confrontés à des personnes qui veulent, c'est un peu l'expression qui revient, qui veulent tout de suite en fait. Et parfois, et là c'est là où c'est quand même assez étonnant, c'est que on en vient donc à des actes de violence, ou enfin même des injures, mais parfois pour rien. Et la plupart des enjeux, c'est vraiment pas grand chose. C'est des feux sauvages dans un jardin, c'est des décharges publiques, c'est je veux construire mon cabanon sans permis de construire. Donc des choses comme ça ou des conflits de voisinage qui dégénèrent de façon très violente. Alors ça, c'est le premier aspect où on peut dire les maires sont en danger, oui, parce qu'ils ont une pression donc à la fois physique, très claire, mais morale aussi, quand on se fait insulter, menacer. Bien sûr. Et puis des corbeaux qui harcèlent du matin au soir, vous racontez ça dans votre livre. Alors le second truc, c'est l'État, si j'ai bien compris. Alors c'est ça, tout à fait. Le second, alors je dis qu'en fait ils sont pris entre une violence d'en bas, qui est la violence physique et verbale des habitants, et une violence morale d'en haut. C'est l'État. Mais c'est eux qui m'ont dit ça. Moi, je suis parti dans mon enquête sur ces histoires d'agression physique. Et ils m'ont dit, mais il y a une autre agression. Ils m'ont dit, c'est même pire en fait, parce que je leur dis, mais c'est horrible, comment vous faites pour tenir le coup. Et ils me disent, écoutez, d'ailleurs certains disent, finalement ça fait partie du job. C'est aussi pour ça que beaucoup ne portent pas plainte, parce qu'ils disent, ils ont intégré ça, ce qui peut paraître quand même assez anormal de notre point de vue, mais bon, ça fait partie du job. Et mais ils nous disent, en fait, si vous voulez, le pire, ce qui nous bloque, ce qui nous démoralise et ce qui nous pousse à démissionner, c'est vraiment en grande partie
L'attitude de l'État, et là en fait, et moi je suis parti là dans une autre enquête. J'ai fait un peu un bilan des 20 dernières années, à la fois de politique de décentralisation entre l'État et les maires. Et c'est vrai que quand on fait le constat, je suis parti d'il y a 20 ans parce que c'est quand il y a eu le début des gels des dotations. Parce qu'eux disent bah voilà, on nous a retiré des moyens, gel des dotations, baisse des dotations, on nous a retiré des compétences. Ça c'est vraiment quelque chose dont ils parlent beaucoup avec la loi NOTRe de 2015, où les communes ont été obligées à partir de organisation territoriale de la République. Donc voilà, c'était sous Hollande, et les maires ont été obligés d'intégrer un EPCI, donc un établissement public de coopération intercommunale. En gros, une collectivité de communes. L'agglomération. Ils ont été obligés de l'intégrer, et surtout ils ont été obligés, avec des délais imposés, de déléguer des compétences. Mais des compétences qui sont très importantes. La compétence de l'eau, dont je cite un politologue qui explique que la compétence de l'eau, ça date de la Révolution quand même. Voilà, c'est des choses qui sont pas anodines. La compétence des déchets. Ils ont perdu leur pouvoir sur beaucoup de choses. L'eau, les déchets. Et alors ce que disent certains, c'est que, vous voyez, on est dans une situation où on est confronté à des habitants qui viennent protester, voire nous agresser parce que on a pris telle ou telle décision, et parfois on est obligé de leur expliquer, mais c'est pas nous en fait. C'est l'EPCI, la collectivité de communes. Mais combien d'habitants, et là ça pose un vrai problème de démocratie, de représentativité, combien d'habitants connaît et le nom du président de son intercommunalité, et combien connaissent les compétences partagées entre la mairie et l'EPCI, l'intercommunalité, et donc il se dit voilà, on a l'État qui nous retire des moyens avec le gel des dotations, baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation de Macron. Alors au niveau des moyens, ça a été compensé par d'autres dotations, mais sauf que la suppression de la taxe d'habitation, les maires disent en fait c'était nous un moyen qu'on avait d'avoir une politique fiscale. Or c'est un droit constitutionnel. Maîtriser leur politique fiscale. Et ils disent c'est même une atteinte pour nous au droit constitutionnel de la libre administration des collectivités locales. On nous a retiré ce moyen-là d'avoir une politique. Et donc ils ont quasiment plus de moyens d'avoir une politique fiscale. Mais il leur reste quoi comme pouvoir en fait? Pas grand-chose. C'est pour ça. C'est que je dis, on pourrait quasiment citer De Gaulle qui disait qu'il ne reste quasiment que l'inauguration des chrysanthèmes, quoi. Mais alors, pour moi, et aussi, Luc Châtel, vous en parlez, il y a aussi les normes. Oui. Toute la satire hallucinante de normes qu'on leur impose. Alors là aussi, c'est absurde. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, j'ai réalisé en faisant cette enquête que un des aspects intéressants, c'est que les maires, finalement, étaient les révélateurs, en dehors de ce qui leur arrive personnellement, et puis en tant qu'institution qui pose pas mal de problèmes, ils étaient aussi les révélateurs de certains dysfonctionnements, en fait, de la façon dont fonctionnent nos institutions. De la pelote, on le tire. C'est ça, et puis ils font ça fait une sorte de portrait, en fait, de l'époque. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit avec certaines lois, alors on appelle ça normes, parce qu'on comprend mieux, mais c'est vrai que c'est plus certaines lois qui, d'une part, là aussi, par rapport vraiment notamment aux petites communes, sont absolument inapplicables. Alors moi j'en cite deux, je cite la loi handicap et la loi ZAN, zéro artificialisation nette, loi handicap de 2005 sous Chirac, la loi zéro artificialisation nette de 2023. J'cite toutes les deux parce que là on touche à une forme d'absurdité, de quelque chose qui mérite vraiment, qui mériterait qu'on s'y intéresse, et que tous les élus, les maires que j'ai rencontrés et dont j'ai recueilli les témoignages disent, et ça paraît évident, la loi handicap, évidemment qu'on est pour ces objectifs, rendre accessibles notamment les lieux publics, évidemment, et la loi zéro artificialisation nette qui notamment lutte contre la bétonisation. Et les maires des communes rurales, évidemment, on vit dans la nature, on est les premiers à vouloir la préserver. Mais la façon dont elles ont été faites, nous les ont rendues totalement inapplicables. Et d'ailleurs... Pourquoi ? Et non, parce que par exemple, alors si vous prenez un exemple très concret, la loi 2005, l'exemple qu'on cite souvent, loi sur le handicap, c'est-à-dire elle oblige toutes les communes à avoir des trottoirs d'une largeur d'1,40 m. Vous allez dans des petites communes où notamment les communes n'ont pas les moyens techniques, n'ont pas les agents, ni parfois la qualification, ni les moyens évidemment pour transformer tous les trottoirs
Bon, et vous avez même parfois des normes qui se contredisent, puisque l'un explique, par exemple, que pour des normes environnementales, il avait dû refaire un gymnase. Pour refaire le gymnase, il fallait qu'il empiète sur le trottoir, et donc il se trouvait confronté entre normes environnementales, refaire le gymnase, ou refaire le trottoir. Le résultat, c'est que la loi de 2005 pour l'accessibilité aux personnes handicapées, notamment des bâtiments publics, tous les bâtiments devaient être accessibles en 2015. On est donc 10 ans plus tard, on est quasiment 20 ans plus tard, il n'y en a même pas la moitié qui sont réalisés. Et la loi ZAN, zéro artificialisation nette, là, ils me disent, les maires de communes rurales, ils me disent, mais en fait, pourquoi cette loi a été faite? C'est pour pénaliser et freiner la bétonisation. Qui a bétonné en France? Est-ce que c'est les petites communes rurales? Bien sûr que non. C'est les grandes communes, c'est les métropoles. Et donc nous, on se retrouve avec, donc là aussi, une conséquence très concrète, c'est que les communes ont un nombre limite de permis de construire qu'ils peuvent attribuer par année. Et donc moi, j'ai le maire de Brassy, là dans la Nièvre, qui me dit, mais moi, nous, nos petites communes, on cherche à tout prix à attirer des gens. Donc si moi, une année, j'ai 4 foyers qui veulent venir s'installer dans ma commune, eh ben je suis limité à 3, et donc je vais devoir dire à un des foyers, ah ben non, vous venez pas vous installer, ce qui est complètement absurde, alors qu'on a besoin de ça. Et par exemple, ils ont besoin de ça, par exemple, pour maintenir des classes aussi, pour maintenir du lien social. Etc. Donc, alors qu'ils sont vraiment tous pour le bureaucratie qui impose effectivement. Et puis en plus, inefficacité totale des lois. En tout cas, si on prend la loi sur le handicap, et puis la loi ZAN, elle a été retoquée d'ailleurs par le Conseil d'État sur certains aspects, et ça va encore traîner très très longtemps. Et donc c'est vrai qu'à ce titre-là, les maires, les communes sont révélatrices de dysfonctionnement. Et là, c'est vraiment la fabrication de la loi qui pose vraiment problème. Le tsunami du jacobinisme. On n'a pas été très girondin dans cette histoire. Oui, mais à la limite, un jacobinisme, pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il soit, par exemple, qu'il y ait des analyses, qu'on puisse étudier plusieurs pistes, puis qu'on consulte les élus. Les élus n'ont pas été consultés, et ils auraient peut-être pu alerter justement sur certains problèmes, certaines limites. C'est clair. Alors, et c'est ça qui fait, juste une dernière question, Luc Châtel, en tout cas je renvoie à votre livre, vraiment, c'est un portrait de la France très intéressant, et c'est préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est pour ça qu'en fait, parce que vous donnez au début le chiffre des démissions est quand même très impressionnant. Oui, alors les démissions, elles sont estimées à peu près à 450 par an depuis 2020. C'est des études menées par l'AMF, l'Association des maires de France, et sur la mandature précédente, 2014-2020, elles étaient on en comptait 350 par an. Donc vous voyez, on est passé 100 par an. Et toutes les semaines, là, dans mon département, la Loire, récemment, il y a eu au moins un maire qui a démissionné. J'ai entendu qu'à Villers-sur-Mer, en Normandie, le maire avait démissionné. Enfin, chaque semaine, vous avez des démissions de maires. Et vous avez des maires qui ne veulent plus se représenter. En 2020, il y avait à peu près, je crois, 60% des maires qui ne voulaient plus se représenter. Oui, alors finalement, il y en a 50% qui se sont représentés parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas de candidats qui veulent se présenter. Il n'y a pas de candidats. C'est pour ça que si vous voulez, quand vous prenez tous les critères, si vous prenez ces critères-là sur le long terme, entre les maires qui ne veulent plus se représenter, puis ils se sont représentés une fois un peu contraints et forcés, une deuxième fois, ils vont peut-être pas retenter le coup. Donc, vous risquez d'avoir soit des mairies sous tutelle. En tout cas, de fait, le maire en tant que personne physique, mais la mairie, le maire en tant qu'institution, ils sont clairement en danger, oui, c'est sûr. C'est ça, et en danger de mort, c'est vrai. Et on se dit, on parlait des déserts médicaux, il peut y avoir des déserts municipaux. Alors c'est vrai que le problème qu'il y a derrière ça, c'est un peu une France à deux vitesses qui se dessine, c'est-à-dire une France des métropolisations, et où là il y a une responsabilité des politiques, c'est-à-dire vraiment d'avoir, et tout président confondu ces dernières années, d'avoir absolument forcé la métropolisation au détriment de zones rurales. Je cite la phrase d'un président qui disait, si vous voulez des TGV dans toutes les grandes villes, il y aura plus de bureaux de poste pour tous. Mais le bureau de poste pour tous, c'est la définition du service public. Donc en nous disant ça, on assume de sacrifier les services publics. Et les mairies, dans certaines zones rurales, c'est le dernier service public qui reste. Il n'y a plus de bureau de poste, il y a plus. Donc la disparition de mairies, à ce titre-là, en effet, ça devient inquiétant. S'il n'y a plus d'interlocuteurs, ça devient très grave. Parce que des millions de Français vivent dans ces zones rurales. C'est l'isolement. Quand on dit il n'y a plus de service public, c'est aussi il n'y a plus de lien social. C'est évident que le maire, le conseiller municipal, dans des petits villages, c'est du lien social pour les personnes âgées, pour les personnes isolées. C'est souvent le dernier lien social qui reste. Et donc, on se dirige vers une France qui serait... une France confinée. Ouais, avec des zones fantomatiques et d'autres hyper denses et ultra riches. Luc Châtel, c'est ça. Et cette discrimination, il faut vraiment faire attention. C'est la fin
fin. Qui veut la peau des maires de France? Malheureusement, vous dites, il y a la racaille d'en haut, et je ne sais pas comment on peut appeler la racaille d'en bas, ou la racaille d'en haut. Enfin, bon. C'est des termes que j'utiliserais. Non, mais moi, je les utilise parce que quelque part, il y a une irresponsabilité des gens qui exécutent tout ça et qui légifèrent quelque part. Pas tous, hein, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci Luc Châtel. On rappelle ce livre qui sort jeudi en librairie. Qui veut la peau des mères? C'est aux éditions du Cherche Midi. On va marquer une courte pause dans un instant et on revient pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Hier, eh bien, c'était la visite dans un lycée de Nice. Dans le cadre, ensuite, une table ronde pour une expérimentation d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Voilà, Gabriel Attal fait son boulot. Donc, visite dans un lycée de Nice. Et ensuite, le Premier ministre, voilà, on va ouvrir des internats éducatifs pour enfants peut-être en difficulté ou autre. Donc, cérémonie d'accueil. Et vous allez voir de temps en temps, il se passe des choses passionnantes. Vous allez entendre ce qui s'est dit, entre autres, durant cette table ronde et durant cette cérémonie. Encore un autre portrait de la France, après celui des maires. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Comme Asias, la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Et là, franchement, cette vérité-là, elle a fait un petit chemin intéressant. Donc voilà. Donc Gabriel Attal, le Premier ministre, était dans un lycée de Nice et a participé ensuite à une table ronde, donc son expérience d'internat éducatif. Alors on va commencer effectivement dans sa visite d'un lycée de Nice. Et puis, voilà, un garçon. Alors au début, ça ne s'entend pas très bien, je vous le dis. Alors, le garçon est face à lui et il lui dit... il y avait Éric Dupond-Moretti qui était là aussi, le ministre de la Justice, et il lui demande s'il est riche, et Attal dit pourquoi? Il dit voilà, bon. Et puis, la conversation prend un autre, et le garçon qui devait avoir quoi 11 ans, 12 ans, 13 ans, lui pose une question au Premier ministre. Écoutez. Vous en pensez quoi de Macron? Ah bah moi je travaille avec lui donc comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Alors c'est intéressant, vous voyez, ça a duré quelques secondes. Et vous en pensez quoi, dit le garçon, le petit jeune homme à Gabriel Attal? Bah écoutez, je travaille avec lui, répond le Premier ministre, donc qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Et il dit, il est méchant, non? Dit le petit garçon. Et là, on sent un peu désarçonné Gabriel Attal. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Et alors... Là, on n'a pas l'image, on voit Éric Dupond-Moretti arriver, les gens certains poser. Petit malaise, oui, mais c'est amusant, hein. Voilà, un enfant qui dit que ce que vous voulez... Bon, il dit voilà, mais pourquoi il est méchant? Il a peut-être tort, hein, le petit. Je dis pas qu'il a raison en disant qu'Emmanuel Macron est méchant. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez des questions brutes de décoffrage. Hein. C'est pas, voilà, les éléments de langage. Les enfants, ils savent pas ce que c'est les éléments de langage. Ce qui quelquefois est intéressant. Et alors, vous allez voir ensuite, donc, ces expérimentations d'internat éducatif pendant les vacances scolaires. Donc, il y a un certain nombre d'enfants qui vont être dans cet internat, qui vont participer à l'expérience. Et là, donc, Gabriel Attal fait un véritable micro-trottoir. Voilà, ça s'appelle un micro-trottoir. Et honnêtement, c'est l'un des plus intéressants que j'ai écouté depuis longtemps. Vous allez voir pourquoi. Cette petite question maintenant aux jeunes qui sont là. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non? Bah c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait là, c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit, il faut y aller. C'est ça? Qui veut témoigner? Vas-y. Allez, prends le micro. Tu disais, mais parce que sinon on t'entend pas. Tu disais? J'ai dit que ma mère elle m'a forcé, c'est tout. Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer? Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
D'accord. En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi? Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout. Dehors? Et pour faire quoi dehors? Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout. D'accord. Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes. Tu les connaissais pas, ceux qui sont ici? Si, j'en connais 2-3. Ah bah voilà, en plus, t'as un copain à toi qui est là. Bon, toi dis-nous alors. Aïta. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici? Bah, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien là. Ça a pas démarré encore. Ça commence ce matin. Ah, mais je sais pas, je vois que c'est pas bien. T'es en quelle classe, toi? 3e. 3e. Et pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'elle a utilisé aussi comme argument, ta maman? Elle t'a dit quoi? Que t'en avais besoin? Ouais, j'en avais besoin. Est-ce que t'as compris pourquoi t'en avais besoin? Ouais, j'ai compris. Bah dis-nous. Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Et voilà. Beaucoup sur l'écran? Ouais, beaucoup. Sur le téléphone? Sur le téléphone. Ouais. Et quand ta maman te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes? Non. Non. J'utilise quand même. Quand elle te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même? Oui, j'utilise quand même. Et ça te semble normal? Non. Non? Bon. Bah c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. Et voilà, il faut rire évidemment. Très amusant, c'était donc Gabriel Attal qui faisait... Écoutez, le jour où Gabriel Attal voudra être effectivement reporter, il sera un excellent reporter parce que le micro-trottoir était très réussi, donc il y avait Éric Dupond-Moretti, et c'est intéressant, donc des élèves peut-être pas en difficulté, mais peut-être un peu borderline, qui lui disent brut de décoffrage aussi, ouais, bah je suis là parce qu'on m'a obligé à être là, maman m'a dit, hein. Et puis c'est des vacances, mais quelles vacances? Alors on sent qu'ils sont là, ça les amuse pas du tout d'être là, mais bon, voilà, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que simplement, ça donne encore une fois un portrait extrêmement fidèle de ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, Gabriel Attal fait son boulot, en tout cas en l'occurrence. Les jeunes font le leur. Espérons que ça va changer quelque chose. Espérons, mais ne soyons pas trop optimistes, hélas. On marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face où André Berkoff recevra quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio. Vous allez voir, on va parler de conflit global. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et vous savez, nous ne nous lassons jamais des sorties de Joe Robinette Biden. Quand vous ne savez pas qui est Joe Robinette Biden, c'est le président des États-Unis. Et heureusement pour nous, pratiquement chaque semaine, il sort quelque chose qui fait notre émoi et notre admiration. D'ailleurs, s'il est réélu, nous allons avoir un trésor. Sera-t-il réélu? C'est notre problème. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Joe Robinette? Eh bien, écoutez, il racontait l'histoire de son oncle tué en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a dit, Joe Robinette, il a affirmé que le corps n'avait jamais été retrouvé, le corps de son oncle, parce qu'il y a beaucoup de cannibales dans cette région de Papouasie. Ça a fait, ça a fait une légère réaction. Ah bon, on est des cannibales, nous dans Nouvelle-Papouasie. Ça a pas été très bien reçu. Mais le Premier ministre a dit, vous savez, il y a parfois des moments de confusion. Il n'a pas dit il a parfois des moments de confusion. Il y a parfois des moments de confusion avec James Marapé en disant que les relations entre les deux pays étaient plus fortes que cela. Et vous savez, j'ai rencontré Joe Biden à 4 reprises et il a toujours eu des sentiments chaleureux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il l'a ajouté, non, il l'a pas dit. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il a de l'appétit pour les Papous de la Nouvelle-Guinée? Est-ce que ça veut dire qu'il en mangerait? Non, simplement,
il n'a pas dit ça comme ça, voilà. C'est intéressant parce que vous savez que Joe Biden, Robinette, a cherché sa mère dans une conférence de presse qui était morte il y a 12 ans. Il ne sait plus où il va, il ne sait plus où il vient, voilà. Et il se présente à la présidence des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on peut dire dans le monde, et on va en parler avec Alexandre Delval, c'est qu'en ce moment, nous sommes véritablement gouvernés par des gens qui veulent la paix, l'harmonie, l'insouciance et la sécurité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio. André Berkov, vous recevez quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on a toujours plaisir à recevoir. C'est Alexandre Delval, géopolitologue et surtout auteur de ce livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et je rappelle qu'Alexandre Delval a écrit il y a plus de 20 ans Le totalitarisme vert, au moment où très très peu de gens pensaient à cela et en tout cas l'avaient formulé. Et puis il a écrit beaucoup d'autres livres. Alors Alexandre Delval, on va faire un tour d'horizon avec vous et ça fait toujours du bien d'en faire, même si ça inquiète, et pourquoi pas. Au fond, la question que j'avais envie de vous poser, et la question sur laquelle j'aimerais qu'on s'entretienne, est-ce qu'il y a quelque part dans ce bouleversement du monde que vous avez évoqué, qu'on a tous évoqué, la dédollarisation, les BRICS, le monde multipolaire, etc., etc. Mais dans ce qui se passe dans les zones un peu chaudes, Russie-Ukraine, Proche-Orient, l'influence, c'est extraordinaire ce monde multipolaire. La Turquie, le rôle de la Russie, le rôle de la Chine, le rôle de l'Inde, Taïwan, etc. Est-ce qu'il y a quelque part un dénominateur commun, une espèce d'homothétie, à votre avis, oui, ou pas? Oui, il y a un dominateur commun qui pour nous est positif, puisque l'Occident pense qu'il est celui qui peut régenter le monde pour le bien, mais pour les autres, parce qu'en géopolitique on n'est pas là pour juger ni un camp ni un autre, pour les autres, cette volonté des Européens et des Américains de penser qu'ils sont le bien, et comme ils sont le bien avec le droit et les droits de l'homme et la bonne gouvernance, eh bien leur expansionnisme à eux serait légitime. Mais c'est une idée qui mérite d'être discutée. Est-ce que c'est parce que on a, soi-disant, on croit avoir le bon modèle, qu'on a forcément le droit de l'imposer aux autres? Et c'est l'origine de la guerre en Ukraine. L'origine de la guerre en Ukraine, c'est quoi? On fait de l'ingérence en Ukraine pour des bonnes raisons. On pense qu'effectivement, un régime corrompu et proto-soviétique est moins bien qu'un régime pro-occidental qui va amener la démocratie, la liberté des individus, y compris du wokisme, etc. Donc nous, on pense que c'est bien. Mais pour l'autre, ça reste quand même une ingérence. Alors, quelqu'un me disait récemment, quelqu'un de très important de la Commission européenne, oui, mais quand nous faisons de l'ingérence, c'est pas vraiment pareil que l'ingérence russe. L'ingérence russe, c'est pas bien, parce que c'est une ingérence au nom d'un système non démocratique. Quand nous faisons de l'ingérence, c'est quelque chose d'universel. Or, tout le monde a le droit à être démocratique et libéral démocratique. Oui. Donc, notre ingérence est légitime. Le problème, c'est que ça marche que pour nous. Les autres ne le voient pas comme ça. Alors, je vais vous répondre, Alexandre, et pour ça, l'entretien, ça ne marche pas, même pas pour nous. Quelle ingérence? Oui. L'ingérence en Irak? L'ingérence en Amérique du Sud? L'ingérence de la Libye, hein, notre formidable expédition en Libye de 2011 qui a donné les résultats magnifiques que l'on sait. Oui. Notre ingérence des droits de l'homme pour, un régime, moi je veux bien que Poutine soit le dernier des derniers, mais enfin on peut pas dire que le régime ukrainien de Zelensky soit frappé par son innocence avec tout ce qui se passe avec les labos, les trafics d'organes et compagnie, la corruption. C'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans cette histoire, bien sûr qu'on a inventé, nous, il faut le dire, et on n'a pas à culpabiliser sur les droits de l'homme, la Magna Carta, tout ce que vous savez très très bien. Mais est-ce que pour cela, on doit ne pas dire qu'on a été capable de fomenter par CIA interposée ou autres des coups d'État qui ont remplacé peut-être des dictatures, mais par d'autres dictatures qui n'étaient pas mieux, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, ce que nous reproche le Sud, et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur le Sud, enfin le Sud global, etc., les BRICS et autres, bien sûr que c'est pas eux qui vont donner des leçons de démocratie. Mais au fond, est-ce que nous n'avons pas, nous, Alexandre Delval, que ce soit l'Europe, d'un côté par son suivisme, et les USA par leur volonté, effectivement, et on comprend, de domination et de première puissance mondiale, est-ce qu'on n'a pas aussi abandonné les bébés valeurs avec le haut du bas? Bien sûr, par exemple, la Libye. Monsieur Belhaj, gouverneur militaire de Tripoli, ancien patron, tenez-vous bien, du groupe combattant d'Al-Qaïda en Libye,
qui est revenu d'Afghanistan et d'Irak. Un véritable djihadiste d'Al-Qaïda, soi-disant repenti, mais quand vous voyez ses actions en Libye, il est pas très près d'être repenti. Reçu 2 fois à l'Élysée, nommé gouverneur militaire de Tripoli après le printemps arabe et l'intervention française qui avait détourné d'ailleurs une résolution internationale. Et au nom des droits de l'homme, on entraîne avec l'argent du Qatar, y compris avec nos forces spéciales, on entraîne des anciens djihadistes d'Al-Qaïda pour aller dessouder Kadhafi, ce qui n'était absolument pas prévu par la résolution des Nations Unies que nous avons violée et détournée. Donc on utilise un islamisme radical djihadiste, comme ça a été fait en Afghanistan contre les Russes, comme ça a été fait en Syrie. En Syrie, on a voulu renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Alors on a commencé soi-disant à soutenir des démocrates, il y en avait au début, et ensuite c'est devenu des légions combattantes des frères musulmans. Ensuite c'est Al-Nosra, donc Al-Qaïda en Syrie. Rappelez-vous, pardon, Al-Nosra fait du bon travail, disait Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. La phrase prêtée à Laurent Fabius, qu'il a nié, mais je pense qu'il y avait un fond de vrai tout de même, parce qu'on a livré des missiles Milan à des groupes djihadistes en Syrie. Donc en Libye, en Syrie, on utilise des gens qui sont ce qu'il y a de plus opposé aux droits de l'homme et à nos valeurs, des djihadistes purs et durs. D'ailleurs, pour la petite histoire, Belhaj, dont je parlais pour la Libye, il a aujourd'hui un patrimoine de 2,5 milliards de dollars. Il y a des enquêtes internationales et américaines sur lui. Il habite entre le Qatar, Tripoli et la Turquie, toujours ce charmant pays, la Turquie, et il est à la tête du trafic de migrants. Vous voyez, tous les dossiers sont liés. Il est à la tête du trafic de migrants en Méditerranée, vers Lampedusa, et cet homme, avec toute la structure mafieuse qu'il a mis en place, est devenu milliardaire, et il fréquente les beaux salons du Qatar et de la Turquie. Il a été reçu 2 fois à l'Élysée. C'est ça que l'Occident a mis en place pendant le printemps arabe. Le printemps arabe a totalement déstabilisé également le Yémen, qui a permis aux Houthis maintenant de menacer la mer Rouge. Donc tous les conflits sont liés. Financés par l'Iran, les Houthis. Financés au début, non. Ils avaient une logique propre, mais ils n'étaient pas des proxys de l'Iran, parce qu'au départ, ils sont d'un groupe chiite qui est différent. Ils sont pas duodécimains mais après, même s'ils sont quand même partie de la famille chiite, ils ont été rejoints, ils ont été aidés par l'Iran à la faveur de cette guerre civile. Ils avaient besoin d'armes et se sont devenus pas vraiment des proxys, mais des quasi-proxys de l'Iran. Mais même l'intervention américaine dont vous parlez en Irak, elle est en plus, elle est stupide et complètement contre-productive. On a aidé des Kurdes en Irak, ce qui a rendu les Turcs hystériques contre nous, et maintenant c'est devenu un ennemi à l'intérieur de l'OTAN. Et en déstabilisant l'Irak, on a permis à l'Iran de prendre le contrôle de 60% de l'Irak qui est chiite. Donc en fait, ça a élargi la menace pour Israël et pour les Américains. Ils prétendent que leur pire menace, c'est l'Iran, les Américains. Et ils disent qu'ils veulent protéger Israël contre l'Iran avec la guerre en Irak en 2003. Or, ça fait l'effet contraire. L'Iran aujourd'hui est plus une menace pour Israël que jadis, puisque les Houthis et les milices pro-iraniennes chiites en Irak. Donc ces interventions ont été mensongères. Elles ont déstabilisé. Elles ont fait 1 million de morts pour l'Irak. Elles ont déstabilisé l'Afrique pour la guerre en Libye, avec les métastates djihadistes. Et en plus, on a menti. Mais en plus, elles sont contre-productives. On n'a même pas avancé nos pions occidentaux dans ces régions. C'est pour ça, Alexandre Dubien, que quand Alexandre Delval, quand on parle du camp du bien, c'est vrai que, en tout cas, il faut apporter certaines nuances. On va continuer à en parler, effectivement, après cette toute petite pause. À tout de suite. Et si vous voulez réagir et poser toutes vos questions à Alexandre Delval, qui est notre invité jusqu'à 14h, vous connaissez le numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je rappelle et je recommande bien sûr le plus récent livre d'Alexandre Delval avec Jacques Sopelsa, Le choc global, effectivement. Et ce choc global, il est là. Alors, est-ce qu'on va vers... certains disent, est-ce qu'on va à l'insu de notre plein gré vers une 3e guerre? Est-ce qu'on va à bas bruit pour le moment et à signaux faibles? Mais je voudrais rappeler justement, vous parlez de la Libye, Alexandre Delval, et puis des printemps arabes, mais rappelons aussi ce qui s'est passé en pleine Europe, au cœur de l'Europe justement, patrie de la paix, etc., avec le bombardement, le Kosovo, le bombardement de la Yougoslavie en 1999, sans l'aval de l'ONU, mais l'OTAN
l'Occident a décidé d'y aller. Et qu'est-ce que, à votre avis, est-ce que les répercussions sont encore là? Les répercussions sont encore là. C'est l'époque où Kouchner parle du droit d'ingérence. J'étais à Moscou, pas en tant que pro-russe, que maintenant il faut se méfier, il y a une chasse aux sorcières. J'étais avec un général français, le fameux général Rouge en Paris, le fameux général Paris, plus grand connaisseur de la Russie. On était en mission de reconnaissance parce qu'il y avait un homme qui montait à l'époque, c'était le général Lebed, que vous avez bien connu, avec cette grosse voix extrêmement impressionnant. Il ressemblait à un catcheur très brun. Il était gouverneur de Krasnoyarsk. Et il nous avait reçus dans une mission de reconnaissance qui était très très froide. Il y avait déjà une énorme froideur. Et il nous a dit, devant un grand général français spécialiste de la Russie, avec ce bombardement, parce que c'était juste le début du bombardement des pays de l'OTAN, dont vous, au Kosovo, oui. Préparez-vous à une troisième guerre mondiale qui ira jusqu'au nucléaire. Et nous nous allierons même avec des terroristes s'il le faut, pour lutter contre votre impérialisme, car les Serbes, c'est comme les Russes, c'est nos plates-bandes et c'est notre accès à la Méditerranée. Ça m'a frappé parce que ceux qui disent... Ouais, ils vous ont dit ça à ce moment-là, en 99 pendant l'hiver 98-99, un jour avant le début, enfin c'était le premier jour du bombardement. D'accord. C'était le jour, je crois, le jour même ou la veille, et il y avait une énorme excitation à Moscou parce que les Russes étaient extrêmement frustrés parce que ils étaient aussi contre l'Occident et l'OTAN qu'aujourd'hui, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ont pu faire une petite gesticulation dans le fameux aéroport, etc. Et je ne justifie pas du tout l'invasion ukrainienne, je ne justifie pas le fait que la Russie devienne notre ennemi. Je dis juste que ce qui a été fait à l'époque a rendu les Russes hystériques, ils se sont sentis humiliés. Alors je sais que maintenant, quand on dit ça, on est presque munichois, pas du tout. Mais il était important de comprendre que ce n'est pas que Poutine. Si le problème n'était que Poutine, beaucoup de gens me disent, oui, il suffirait de le dézinguer, la CIA, elle sait très bien faire ça. Mais non, Lebed, qui n'était pas du tout Poutine, c'était son rival. Il est d'ailleurs mort d'un malheureux accident d'hélicoptère quelques temps plus tard. Eh bien, il aurait été pas mieux. Peut-être qu'il aurait été pire que Poutine. Peut-être qu'il aurait déclaré la guerre à l'Occident avant Poutine s'il était président. Oui, mais Alexandre Delval... C'était le plus présidentiable, le plus prestigieux des généraux russes. Oui, mais vous le savez très 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 bien de ce point de vue-là, que ceux qui disent il n'y a qu'à ont sur le plan de la géopolitique un point de vue de vétérinaire, qui n'est peut-être pas le mieux. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous quand même, et encore une fois, moi non plus, je ne suis pas pro-Poutine, mais j'ai relu les textes. Oui. Vous savez très bien qu'en l'an 2000, il voulait presque rentrer dans l'OTAN, il voulait rentrer à l'Europe, il a même parlé de ça avec Clinton, et il a parlé de ça aux Européens. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'inclinaison, en tout cas, en 2007-2008, jusqu'à 2007-2008. Et qu'est-ce qui a fait, à votre avis, qu'on a jeté, ou en tout cas, on voit très bien ce qui se passe avec Xi Jinping, qu'on a pratiquement jeté la Russie dans les bras de la Chine? Alors, vous avez dit le mot-clé, on voit que vous êtes bien renseigné, que vous connaissez le sujet, c'est 2007, le mot-clé. Encore pire que la guerre en Irak, 2007, c'est le fameux projet des néoconservateurs américains de l'unilatéralisme, ne pas tenir compte des considérations de sécurité d'un partenaire jugé clochard, la Russie à l'époque, installation de missiles en Tchéquie, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, un énorme projet, soi-disant pour protéger les pays de l'Est, qui n'ont aucun musulman chez eux, qui n'ont aucun contentieux avec l'Iran, contre la menace iranienne. C'était ça le prétexte. Le prétexte. Enfin, alors les Russes ont dit qu'on est peut-être, vous nous prenez peut-être pour les imbéciles, mais on est quand même un peu moins imbéciles que ce que vous pouvez penser. On a parfaitement compris que c'est pour annuler notre dissuasion et notre force de frappe éventuelle, et parce que c'est des missiles qui seront aux portes de chez nous, c'est absolument inacceptable. C'est comme si vous faisiez pareil, c'est comme si nous on allait aux portes du Mexique ou du Canada installer des batteries antimissiles. Comme si un certain Khrouchtchev avait installé des missiles à Cuba. Absolument. Alors l'OTAN répond tout le temps, parce qu'il faut voir la vision des deux. L'OTAN répond, ah non, mais des antimissiles, c'est purement défensif. Sauf qu'un antimissile, ça reste un missile. C'est utilisable en missile. La preuve, un antimissile russe avait échoué sur le territoire polonais il y a 1 an. Ça avait fait un casus belli. On a dit un missile. Non, c'était un antimissile. Donc en fait, il n'y a rien de plus missilisable qu'un antimissile. Et donc, je ne dis pas ça pour défendre les Russes et encore moins justifier cette invasion qui, à mon avis, est inacceptable. Mais ça montre bien que tout a été fait côté occidental. Ça ressemble beaucoup à un piège. Encercler les Russes pour qu'ils deviennent hystériques et pour qu'ils commettent... C'était la vision des néoconservateurs américains. C'était la vision des néoconservateurs américains. Donc c'était 2006-2007. Avec sa petite sagesse, tout de même, il était un peu moins interventionniste. Obama a remis en question ce projet d'installation de 4 lieux et il a réduit ça à la Roumanie, qui est devenue le lieu des batteries antimissiles
de l'OTAN. En fait, le vrai contentieux, c'est pas l'adhésion à l'OTAN, ce n'est qu'un traité, l'OTAN. Quand De Gaulle était sorti du commandement militaire intégré, la France était dans l'OTAN pour un traité, mais elle n'était plus dans la structure militaire. Ce qui ennuie les Russes, c'est même pas l'adhésion d'un pays à l'OTAN. C'est quand il y a des bases tournantes ou des bases fixes surtout, et quand il y a des missiles ou des antimissiles. Et ça, c'est le contentieux réel qui a rendu fou, ou plutôt, il n'est pas fou, qui a rendu extrêmement furieux Poutine avec son fameux discours de Munich, qui nous prévient, vous voulez jouer à ça? Eh bien, ce sera la guerre. Et on n'a pas tenu compte, puisque un an plus tard, en 2008, on ouvre les portes de l'OTAN, la fameuse politique de porte ouverte, pour les narguer encore plus, et on dit, on va faire rentrer la Géorgie et l'Ukraine, qui était justement le casus belli total, qui était annoncé clairement. Surtout démentant, vous le savez très bien, comme moi, Alexandre, démentant effectivement les propos au moment de l'effondrement de l'URSS, où Roland Dumas, c'est le Roland Dumas qui m'a raconté, ministre des Affaires étrangères, avec Shevardnadze, Gorbatchev et compagnie, qui disait surtout jamais à l'est du Dniepr. On n'ira pas trop loin, on n'ira pas plus loin. Et je voudrais revenir à ça. Qu'est-ce qui fait, alors, à votre avis? Moi, c'est vraiment, je dirais, une énigme que les historiens, peut-être on peut pas le dire. Qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui aurait pu prendre une position médiane, pas neutre, je ne dis pas, a suivi et a devancé les désirs des États-Unis? C'est-à-dire l'embargo, etc., etc. On sait très bien qu'actuellement l'Amérique achète du gaz à la Russie. D'un côté, on gèle, mais d'un côté, on achète. Notamment le gaz spot, qui n'est pas par gazoduc. Voilà. On l'achète directement et c'est pas sous sanction. Voilà. Et c'est pourquoi? C'est pas sous sanction parce que c'est un prix du marché, donc qui est élevé. Donc ça gêne pas. Ce qui gênait les Américains, c'est que l'industrie européenne ait un gaz à bon marché, parce que les contrats à long terme pour les gazoducs permettent des prix beaucoup plus bas. Mais alors, on sait très bien que l'Europe s'est tiré une balle, je dirais pas dans le ventre, mais au moins dans la jambe avec ça. Pourquoi? Mais c'est vraiment une question et j'aimerais avoir, je sais pas, votre sentiment là-dessus. Même si nous ne sommes pas dans la tête et les reins de des princes qui nous gouvernent, je parle pas seulement des nôtres. Qu'est-ce qui fait que l'Europe, qui aurait pu avoir une position plus nuancée, a totalement suivi l'histoire des embargos? Rappelez-vous notre illustre Bruno Le Maire, nous allons mettre à genoux l'économie russe, on a vu les résultats. Qu'est-ce qui fait qu'on aurait pu avoir une position, je ne dis pas neutre, mais de médiation? L'Europe entre ces deux monstres, Russie, j'allais dire URSS et États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, il y a eu plus qu'un suivisme, un zèle tout à fait étonnant? Alors, il y a deux raisons structurelles. L'élargissement de l'Europe à des pays de l'Est qui agissent comme des super lobbies à l'intérieur de l'OTAN, mais aussi de la démocratie américaine. Vous savez que le lobby polonais, par exemple, est très puissant aux États-Unis. Le lobby ukrainien et balte est également, en gros, le lobby des Européens de l'Est est très puissant aux États-Unis. À mon avis, il est aussi puissant, voire plus que le fameux lobby juif et le lobby musulman qui y croit aussi. Vous savez qu'en Amérique, les lobbies sont tout à fait légaux. Donc le lobby de ces gens d'Europe de l'Est est d'autant plus puissant qu'ils sont souvent de très haut niveau. Et la plupart des diplomates, à part Kissinger qui était d'origine allemande, les grands diplomates américains comme Blinken, comme Nuland, ce sont pratiquement tous des gens qui sont d'Europe de l'Est. Alors, certains antisémites ont dit ils sont juifs. Non, ça n'a rien à voir parce que le plus grand d'entre eux, Brzezinski, était catholique. C'est pas une question d'origine religieuse, c'est une question, c'est normal. Et quelque part, c'est humain, je ne juge même pas. Quand vous êtes d'Europe de l'Est, d'un pays où vos parents vous ont dit on a toujours été humiliés par l'ogre russe, c'est normal que quand vous transposez ça dans la politique, quand vous avez une opportunité d'agir en politique étrangère, vous glissez un peu vos intérêts familiaux. C'est tout à fait humain. Mais c'est comme ça. Alors ça a joué. L'élargissement fait qu'on a des pays dans l'Union européenne ils ont plus un cœur américain qu'européen. En gros, pour résumer, l'élargissement a permis à des pays qui sont anti-russes et pro-américains d'acheter des armes américaines avec de l'argent européen. C'est ça, l'élargissement. Et j'écrivais en 1997, l'élargissement de l'Europe vers l'Est, structurellement, mécaniquement, nous conduira à la guerre avec la Russie, puisque l'Europe est de plus en plus atlantiste, composée de pays très atlantistes. L'élargissement de 2004, présidé par les Anglais, mais préparé bien avant, était un élargissement à 10 pays, dont 8 d'Europe de l'Est et 7 extrêmement anti-russes. Donc c'est structurel, si vous voulez. Cet élargissement a amené à la situation d'aujourd'hui. C'est mécanique, ça se disait déjà, même Paul-Marie Couteau avait écrit un livre, L'Europe vers la guerre, la même année que mon premier livre, en 97. Et il y a aussi le fait que l'Amérique paye plus pour la défense. Et là, on ne peut pas le reprocher. L'Amérique a 40% du PIB de l'Occident, mais elle paye 70%
des ressources de l'OTAN. Et donc, tant que l'Europe ne paye pas 50% et qu'elle n'a pas un volet européen de défense, même au sein de l'OTAN, elle peut pas peser. Et donc, c'est normal que finalement que le patron commande. C'est comme dans une entreprise. Le type qui est patron et qui a mis les actions et qui paye commande. Et donc, pour ces deux raisons structurelles, et il y a une troisième qui est un peu moins noble, nos hommes politiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On peut dire qu'en gros, aujourd'hui, un homme politique européen, on parle souvent de Schröder qui est devenu un agent de Gazprom. Mais on parle pas souvent de l'autre contrepartie. C'est ce que j'appelle le syndrome Barroso. Un commissaire européen, un président de la Commission européenne, chef d'État européen, un Premier ministre, un président, à quoi pense-t-il? Il fréquente des milliardaires, mais il gagne en gros maximum 15 000 € par mois. Son rêve, c'est d'avoir du fric. Et donc, quand il est en exercice, il donne des prébendes au Qatar, à des fonds de pension américains, à McKinsey pour nommer personne, etc., à Uber, etc., et il prépare l'avenir. Donc en fait, et comme ceux qui ont le plus d'argent, c'est soit les Saoudiens et les Qataris ou les Émirats, soit de l'autre côté, les fonds de pension américains ou les grandes compagnies américaines, ça arrive pour ces trois raisons qu'on vient d'exprimer. Nous avons une Europe qui structurellement ne peut être que volontairement soumise aux desiderata américains. Ce qu'il fallait démontrer, c'est intéressant, voilà, c'est BlackRock around the clock. Ça va devenir encore une fois le mantra si ça ne l'est pas déjà. Alors on va se retrouver dans un instant toujours avec Alexandre Delval qui est notre invité aujourd'hui et puis vous bien sûr 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, effectivement, le problème de l'argent, le problème des conflits d'intérêts, les problèmes de savoir si... il y a évidemment des gens qui font très bien leur boulot et nous avons des hommes politiques qui sont honnêtes, etc. Il faut le rappeler quand même. Et je ne veux pas dire qu'au Audiard, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais quand même, pour revenir à ça, à votre avis, on va un tout petit peu parler de la guerre Russie-Ukraine, enfin tout ce qui se passe actuellement, les 61 milliards de dollars qui viennent d'être, qui vont être effectivement ratifiés par le Sénat, mais au-delà de ça, Alexandre Delval, est-ce que pour vous, cette guerre est pliée? Et quand je dis pliée, ça ne veut pas dire que ça peut-être que tel ou tel a gagné, ça n'empêche pas que ça peut continuer encore quelque temps. Oui, il faut être très prudent. Un de mes amis, qui pourtant était un des patrons du renseignement, disait il y a 2 ans, dans 15 jours, c'est fini, les Russes raflent tout. On est quand même 2 ans plus tard. Il avait dit ça 1 mois après le début des hostilités. C'est très compliqué à savoir. Les effets des sanctions, elles prennent 2 ans. On ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être que les Européens vont aussi mettre beaucoup d'argent après ce qu'ils ont déjà annoncé. Peut-être qu'après peut-être que si Monsieur Biden gagne ou Kamala Harris ou un troisième larron qui apparaîtrait. Michel Obama. Il y a, en fait, en géopolitique, c'est d'ailleurs la structure de mon livre, avec je s'appelle ça, grand professeur de géopolitique, ancien président de la Sorbonne, on a voulu structurer les constantes et les variables. Et c'est 50-50. Et les variables, on ne les sait pas forcément toujours, et on ne peut pas les prédire. Et on ne va pas faire de prédiction. De même qu'on ne peut pas prédire l'attitude de Trump. Regardez ce qu'il a fait récemment. Il a négocié chez lui avec Johnson. En gros... Ok, moi je me rends compte que j'ai pas envie d'avoir l'image du type qui aura fait gagner les Russes, parce que là ils étaient sur le point de gagner. Finalement, j'étais pas d'accord avec toi, mais ça me gêne pas trop ta proposition de rajouter de l'argent, parce que pour être élu président, il y a une telle russophobie dans la population américaine et surtout républicaine. Il y a une telle tradition russophobe. Ils sont anti-interventionnistes. Voilà, parce que même ceux qui voulaient pas voter l'aide à l'Ukraine sont anti-russes. Moi, je les ai expérimentés parmi eux. Et donc, Trump s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas assumer l'image de celui qui aurait fait gagner les Russes avant les élections. Après, c'est différent. Parce que ce sera peut-être pas le dernier mandat. Parlons, Alexandre Delval, parlons un peu du Proche-Orient. Parlons de ce qui s'est passé. C'est vrai, Esteban Rania me l'a rappelé, ça fait 200 jours exactement le massacre du 7 octobre. Et puis tout ce qui s'en est suivi depuis, ça fait 200 jours, effectivement.
Et là aussi, c'est une guerre de 100 ans qu'on ne voit pas finir. Est-ce que vous pensez que, parce que il y a eu, bon, après il y a eu il y a l'Iran, premier affrontement direct quand même si c'était à fleuret moucheté, ou je dirais à drone moucheté, mais quand même, il s'est passé quelque chose. C'était pas des jouets, hein, c'était destiné à tuer aussi. Donc, et des deux côtés. Et puis, Gaza pratiquement rasé. Qu'est-ce que ça peut donner là? Ça va? C'est un statu quo sanglant qui va continuer, à votre avis? On a affaire à deux régimes très intelligents. C'est pas des djihadistes, l'Iran. Et je fais pas l'apologie de l'Iran. Mais l'Iran, c'est le pays avec l'Inde qui a inventé les échecs, qui l'a transmis aux Arabes et ensuite aux Européens. Mais c'est l'Iran. Les échecs sont venus de l'Iran. Et vous savez, il y a une position en échec qu'on appelle le zugzwang, quand vous êtes obligé de jouer un coup, une position qui peut vous faire sauver un roi, peut-être momentanément, mais vous êtes piégé ensuite. Vous sauvez votre roi, la suite mais est vous fatale. C'est un piège dans lequel on est obligé de tomber. Le zugzwang. Le zugzwang, c'est un terme allemand, être en position de contrainte, obligé. D'accord. Et les Iraniens ont parfaitement compris le plan israélien. Moi, je le pense. Le général Vincent Desportes l'a dit, mais je suis tout à fait d'accord avec lui depuis le début. Les Israéliens voulaient mettre les Iraniens dans un zugzwang. Les Israéliens veulent détruire le programme nucléaire iranien qui est au seuil. C'est un pays du seuil. Ils veulent empêcher à tout prix l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. On ne sait pas quand, mais ils vont le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui, même s'ils sont presque prêts. Il leur manque quelques matériels parce qu'il faut des bombes perforantes qui vont très profond sous terre, parce que il y a beaucoup de leurres et de sites cachés. Il leur faut un prétexte. Le prétexte, c'est quoi? Je suis agressé non pas uniquement par le 7 octobre, par des barbares voisins, mais carrément la tête du serpent, le chef de l'axe de la résistance, comme ils disent, l'Iran, qui utilise tous ces proxys, alors qu'en fait, ils sont plus autonomes qu'on croit, les proxys, nous frappent maintenant directement. Donc je vais le chauffer pour qu'il me frappe, pour qu'il fasse un 7 octobre étatique. Et là, j'aurai un prétexte pour attaquer l'Iran. Et mes alliés, y compris arabes, ne pourront pas faire autrement, même discrètement, que de m'aider. Et l'allié américain, lui, aura le prétexte, avec toute la stratégie, elle est faite par le moment opportun, le kairos des Grecs. Et les Chinois parlent de l'opportunité. La vraie stratégie, c'est pas la planification, c'est l'opportunité. Faut trouver le moment opportun. Quand on l'a pas, on le crée. On planifie, mais on le crée, oui, c'est ça. On crée le moment. Et quand le moment opportun arrive, là, j'ai une fenêtre de tir, parce que l'histoire est aussi faite de légitimité. Quand on a la légitimité avec soi, ou qu'on la construit, on peut y arriver, on peut faire beaucoup de choses que juste avant ou juste après, on ne peut pas faire. C'est un peu comme la séduction. Il y a un moment magique, c'est pas avant, c'est pas après, c'est le kairos. Et donc, les Iraniens, qui sont quand même des fins stratèges, ont compris qu'il fallait surtout pas tomber dans le piège, d'où la riposte très minime, et d'où le fait qu'ils ont ridiculisé la riposte israélienne, qui en fait était très stratégique. Oui. Les Israéliens ont montré qu'ils sont capables, avec des F-16 modifiés Hadi, c'est les F-16 américains modifiés en bien mieux, ils sont capables de ne pas être détectables, de faire 1500 km avec ravitaillement, ou de partir des bases azéries, qui sont beaucoup moins loin, et de frapper directement le territoire. Parce que contrairement à ce qu'on a dit, ce sont des avions israéliens qui ont lancé des drones quadricoptères et 2 missiles. Et le deuxième missile, c'est pas vrai qu'il n'a pas touché sa cible. Les Iraniens l'ont détruit en plein vol, les Israéliens l'ont détruit parce qu'ils ne voulaient pas faire de dégâts démesurés, parce que Biden avait dit on laisse tomber le plan. Il y avait un plan très dur de faire très mal, y compris à Téhéran, et les Israéliens ont été obligés de faire quelque chose de très modéré. Mais ils ont montré qu'ils peuvent violer un espace aérien, ne pas être détectés par les radars et détruire une installation à côté d'un centre nucléaire de Natanz, à 120 km de Ispahan. Donc ça, c'est pour l'épisode suivant. Croyez-moi, les Iraniens ont dit c'est rigolo, c'est un jeu, c'est presque. Ils ont parfaitement compris qu'Israël, sans être détecté et en déjouant les batteries antimissiles russes S-300, ils peuvent attaquer un site nucléaire, un site d'enrichissement de l'uranium et même des bases de lancement en plein cœur du territoire iranien, alors que pour venir d'Israël, il faut 1500 km. Oui, c'est pas Donc la démonstration est une prouesse technologique, c'est pas du tout ridicule, mais ça a été extrêmement intelligent, parce que les Israéliens non plus ne veulent pas tout de suite une guerre directe, parce qu'ils n'ont pas assez de missiles ultra perforants pour véritablement
détruire définitivement le programme nucléaire iranien. Et ils ont besoin d'un prétexte, et là, il faut la légitimité américaine, l'appui américain, et ça, ils le créent en tendant des pièges à l'Iran. C'est là où la géopolitique retrouve ses droits. Je crois que nous avons des... Oui, ça appelle beaucoup. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300. On a Olivier qui nous appelle depuis Hérac dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous les deux. Merci pour votre émission. Là, c'est juste... super passionnant à écouter et on apprend évidemment beaucoup de choses. Merci. Moi, la question est assez simple. Oui. Comment des gens comme moi, très modestes d'un point de vue d'analyse géostratégique, peuvent voir à l'évidence la stupidité que d'affaiblir l'Irak au profit de l'Iran, alors que des dirigeants américains, évidemment, avec une vision certainement beaucoup plus pointue, précise et sur le long terme, se sont lancés dans cette aventure complètement, de mon point de vue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais géostratégiquement, c'est une bêtise sans nom. Alors pourquoi? La vraie question, c'est ça. Pourquoi? Quel est votre avis? Eh bien, il y a quelque chose de très simple. Le peu que j'ai fait dans ma carrière de fonctionnaire, je suis resté pas très longtemps dans une structure de renseignement, j'ai appris une seule chose, enfin deux, ça sert à rien, parce que les hommes politiques écoutent pas les professionnels du renseignement, et deuxième chose, ça foire presque tout le temps. Quand on planifie une opération, une covert action, un mensonge pour faire une guerre, pour un prétexte collatéral, etc., ça nous échappe des mains. Même un jour, le prince Turki, El-Turki, qui était l'Arabie Saoudite. Voilà, qui était le ministre et du renseignement saoudien, dans un dîner, il nous a dit, nous, on a mis en orbite Ben Laden, il nous dérangeait en Arabie Saoudite, c'était un fou furieux, on le contrôlait pas, il adhérait à la doctrine des Ikhwan, les anciens wahhabites les plus durs, il était très lié à ceux qui ont pris la Mecque en 79, on l'a mis en orbite en Afghanistan, là il était utile, il nous dérangeait plus sur place et il faisait le boulot qu'il fallait, que nous ont demandé de faire les Américains, c'est-à-dire emmerder les Russes en Afghanistan, etc. Et il nous a totalement échappé des mains. Mais ça marche, ça arrive tout le temps. Oui, mais alors attendez. Une opération, vous savez, quand on joue avec le feu, l'apprenti sorcier, c'est le premier à exploser. Juste pour compléter la question d'Olivier qui est intéressante. Mais alors, puisque vous avez été, vous connaissez aussi un certain nombre de ses responsables. Quand on arrive à faire que Gérard Colin Powell manipule une fiole en disant voilà, l'Irak a les armes de destruction massive, qui était une arnaque totale, mais non, en fait, tout le monde le sait. C'est-à-dire, ils ont joué ce cynisme jusqu'au bout, parce qu'ils croyaient qu'ils allaient effectivement faire du nation building, changer l'Irak, etc. Leur erreur est folle. Ces néoconservateurs avaient un plan, j'ai la carte, je la montre souvent à mes élèves, la carte de la reconstitution d'un nouveau Moyen-Orient. Alors l'Arabie Saoudite coupée en trois, la Turquie privée de son Kurdistan, c'est très sympathique pour les Turcs de regarder ça, vous voyez. Imaginez comment les Turcs ensuite nous détestent, et je suis pas spécialement philo-turc, c'est vrai, mais en géopolitique, je me mets à la place de chaque acteur, parce que c'est ça la géopolitique, sinon, si on fait de l'émotion, c'est pas la peine. Et donc, ce plan de reconstitution d'un nouveau Moyen-Orient était fondé sur l'idée, nous, on va aider les chiites à arriver au pouvoir en Irak, on va faire la démocratie, ils vont devenir reconnaissants et démocrates. En tout cas, au moins reconnaissants. C'est le même calcul. J'ai aidé Al-Qaïda en Afghanistan contre les Russes. Al-Qaïda pourra pas faire des attentats à New York, puisque on les a aidés. On a même donné une green card au concepteur du premier attentat du World Trade Center, Abdelrahman. Il a eu sa green card. Et il avait conçu le premier attentat du World Trade Center. On les a aidés, donc c'est des amis. Les Américains sont d'une stupidité assez folle. Ces mecs-là, en gros, on aurait un retour sur investissement. Je les ai contrôlés, à un moment, je les ai financés, il n'y a pas de problème. Bon, ils sont un peu fanatiques, mais nous, on a plein de fanatiques chez nous. On est nous-mêmes une nation qui a été créée par des fanatiques quakers et presbytériens et évangéliques complètement fondus. Donc nous, on les connaît. Il y aura quand même une gratitude. Puis entre ultra-religieux, on va se comprendre. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pour un islamiste, millatun kufr wahida, l'impiété est une seule nation. Et l'impiété est une seule nation. C'est un peu comme les nazis, quand ils faisaient des accords avec d'autres. L'accord pouvait être rompu avec n'importe quel moment parce que l'autre est un inférieur. Et les islamistes, quand vous faites un deal avec eux, ils vous ont tout le temps. C'est Dar al-Islam et Dar al-Harb. Mais oui, il n'y a aucune reconnaissance à avoir en un infidèle. Les Américains ont eu la naïveté qu'en patronnant quelques fanatiques islamistes, il y aurait une gratitude et un retour sur investissement. Une stupidité folle. Regardez les chiites qu'ils ont mis au pouvoir en Irak avec Paul Bremer. Ils ont nommé un néocon complètement colonial, Paul Bremer. C'est eux qui ont fondé l'État islamique parce qu'ils ont, vous le rappelez, licencié tout l'état-major irakien. Mais surtout, la folie stratégique, c'est que Obama, quand il arrive au pouvoir en 2009,
il arrête une stratégie qui était très efficace, la stratégie du surge. Quand les Américains se sont rendus compte que ça allait mal en Irak, ils ont mis beaucoup plus de moyens, ils ont retourné des tribus qu'ils ont achetées et ils ont renvoyé plus d'hommes, des surges. Mon ami Pierre Rechoff, que j'ai oublié de citer tout à l'heure parce qu'il m'a donné pas mal d'indications depuis des années là-dessus, qui est grand reporter et scénariste qui habite en Israël, avait été d'ailleurs en stage, pour faire un documentaire dans l'armée israélienne à l'époque, l'armée américaine en Irak, et le surge avait réussi à véritablement contrôler beaucoup de tribus sunnites et à mettre des sunnites du côté des Américains. Mais tout à coup, pour des raisons de politique intérieure, Obama arrive, il retire tout le monde sans service après-vente, et les sunnites se retrouvent pris à la gorge, agressés par les chiites, qui eux-mêmes ont été persécutés pendant des années par les sunnites. C'était assez prévisible. Et qu'est-ce qu'ils font, les sunnites? Eh bien, on ne demande pas qui est le pompier quand la maison brûle. Il y a des gens qui sont des repris de justice, qui ont été libérés à peine de prison, des gens de Daesh qui arrivent, qui disent, nous, on va vous défendre beaucoup mieux qu'Al-Qaïda, parce que nous, Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, notre ennemi principal, c'est les chiites. Et c'est ça la grande différence. Al-Qaïda voulait privilégier l'ennemi lointain, Daesh l'ennemi chiite. Et donc les chiites étant ceux qui persécutent les sunnites, abandonnés par les Américains, et c'est comme ça que Daesh... Donc c'est pas une création américaine, mais c'est le résultat de l'incohérence stratégique américaine. De l'imbécilité stratégique d'un certain nombre de gens. Absolument. On va marquer une dernière petite pause dans Berkov dans tous ses états, et après nous serons en ligne avec Liliane. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Alexandre Delval, et on rappelle son livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, aux éditions de l'Artilleur. Et nous avons Liliane qui nous appelle depuis Clamart en région parisienne. Bonjour Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. En vous écoutant, j'aurais juste une petite demande à faire et puis une petite observation, parce que je suis originaire de Roumanie. Oui. Donc, on connaît tous l'histoire et les rapports avec la Russie. Et je remarque que de cette discussion et de presque toutes les discussions qu'on entend au sujet de la géopolitique en ce moment, je sais que c'est très complexe, mais l'idée qui ressort, c'est que ces pays de l'Est comptent, et c'est la sensation qu'on a tous en fait, que ces pays comptent pour de menus frottants, et que leur existence propre, et les alliances qu'ils peuvent faire, c'est toujours une menace vis-à-vis de la Russie. C'est toujours perçu comme si la Russie, on gêne la Russie pour quoi que ce soit. Ouais, je comprends. Oui, vous dire, c'est ça, c'était par rapport à ce que Alexandre Delval avait dit sur l'attitude de l'Europe, sur ma question sur l'attitude de l'Europe vis-à-vis. Alexandre Delval, est-ce que effectivement ces pays, pour dire, compte un peu comme du menu fretin, et que le fait qu'ils aient été évidemment, et le passé de l'URSS fait qu'ils ils ont cette hostilité, mais dit Liliane, est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Non, je pense qu'elle est même sous-estimée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a un énorme problème avec l'élargissement. Je pense que l'élargissement est légitime, mais il a été fait trop tôt. Il aurait fallu élargir l'Europe à des pays qui ont un énorme problème avec les Russes, et je ne reproche pas l'Europe. Peut-être que si j'étais roumain ou polonais, je serais extrêmement anti-russe. Mais justement, on ne peut pas faire une géopolitique saine et mesurée avec l'équilibre kissingerienne, avec du ressentiment. On a fait entrer dans l'Europe des pays, et encore une fois, je les comprends, mais qui sont dans une phase de ressentiment. Vous savez, Rousseau disait, l'esclave est beaucoup plus virulent une fois qu'il est libéré de ses fers. Normal. Et c'est humain.
C'est humain. Il aurait fallu attendre d'avoir des bons rapports avec la Russie, d'avoir des accords de sécurité, de non-nuisance réciproque, de pacifier un peu les choses et de faire entrer la Roumanie, la Pologne 20 ans plus tard. On l'a fait rentrer à un moment, et encore une fois, je le comprends, ces pays ont qu'une seule envie d'un point de vue de politique extérieure, se protéger des Russes, voire même un peu les ennuyer. Et voire même les encercler avec la fameuse politique des 3 mers, vous savez, la stratégie des 3 mers, de la Baltique à la mer Noire, voire même jusqu'à la Méditerranée, encercler le plus possible les Russes, leur faire payer le passé humiliant, etc. Et ces pays ont été effectivement traumatisés par la Russie, mais avec le ressentiment, on a des guerres. Quand le ressentiment s'empare de la politique étrangère et qu'on met à la tête de la diplomatie américaine des types qui eux-mêmes sont des Ukrainiens, qui ont une haine absolue et familiale envers la Russie, ça pose des problèmes. Encore une fois, je défends pas la Russie, c'est ignoble cette invasion. Mais on ne fait pas une politique étrangère avec des Nuland, des Brzezinski jadis et des Blinken aujourd'hui, qui ont un contentieux personnel, qui ne peuvent pas avoir une politique mesurée, car la Russie n'était pas directement en confrontation avec si vous voulez, nous avons assumé les inimitiés de ces pays dans lesquels l'OTAN et l'Union européenne se sont élargis presque en même temps. On a César qui nous appelle depuis Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour à tous. Bonjour à Alexandre Delval. Bonjour André Berkoff. Bonjour. D'abord, bravo André Berkoff pour votre intervention sur François Asselineau et Florian Philippot, parce que je pense que quand on aime vraiment, je pense que les insultes sur des gens brillants, ça les aide à gagner en humilité. Donc vraiment, je voulais vous soutenir là-dessus. C'est génial ce que vous avez fait. Merci. Merci. Voilà. Oui, il faut les ramener. Le tout à l'ego, ça suffit. Oui. On est bien d'accord. C'était génial. Alors César, juste dire que je réfléchis depuis. Moi, j'écoute régulièrement votre émission. Je réfléchis, vu le bazar qu'il y a au niveau des guerres et même parfois des dictatures. J'ai longtemps réfléchi, et Alexandre Delval nous dira ce qu'il en pense. Comment éviter les guerres et les dictatures dans le monde. Et il m'est arrivé une idée très lumineuse il y a plus d'un mois, et je vais vous la partager. Oui. C'est le RIC suisse. En fait, je me suis rendu compte que si tous les peuples avaient accès au RIC suisse, c'est-à-dire pour pouvoir donner leur avis... Le référendum d'initiative citoyenne, c'est ça. Voilà, la démocratie, si tous les pays, qu'ils soient chinois, iraniens ou tout ce que vous voulez, on se rend compte qu'en fait, ce serait pour moi non pas la 3e guerre mondiale, mais la 3e grande révolution. Parce qu'il y a une grande révolution. La première révolution, c'est celle des rois, c'est-à-dire ils avaient tous les pouvoirs. Et depuis 300 ans, il y a le monde de la finance. C'est la 2e grande révolution à mes yeux, parce qu'il y a la finance, le monde de l'économie et le monde des dirigeants qui sont séparés. Donc il y a 2 pouvoirs. Mais le jour où on aura 3, c'est-à-dire le RIC, c'est-à-dire les peuples qui peuvent voter en plus des dirigeants, pouvoir dire non, je veux pas ça, ou oui, on veut ça. Je pense que ça changera tout pour les dictatures et les guerres. Voilà. Merci César. Alors, Alexandre Delval, le référendum comme c'est très intéressant. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais faire une conférence en Suisse, il y a un référendum. Local, national, État, canton, ils sont en permanence en votation, comme ils disent. Alors là, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la seule démocratie, à mon avis, sur Terre, je dis bien sur Terre, je pense qu'il y en a une seule, c'est la Suisse. Alors, on me dira, oui, c'est tous des riches, peut-être, mais pas que. Il y a aussi des prolétaires, mais surtout, c'est la seule démocratie, parce qu'on consulte. On consulte le peuple. On consulte, et le peuple qui n'est pas content d'une loi ou de quoi que ce soit, avec quelques centaines de milliers, je crois que c'est 100 000 ou 200 000, dans la rue. J'ai même un ami qui pourtant est un haut cadre, parfois il milite dans la rue parce qu'il y a un côté très civique chez les Suisses, et il va récolter des signatures pour déclencher une nouvelle votation pour abroger une loi. Mais par contre, ce qui a été dit après, la fameuse question, la guerre et les dictatures, je ne mélangerai pas les deux. Pour éviter les guerres, on ne peut pas à la fois éviter les guerres et les dictatures. Justement, pour éviter les guerres, il ne faut pas chercher, alors c'est choquant ce que je vais dire, à renverser les dictatures. Parce que qu'est-ce qu'un ennemi en stratégie? L'ennemi, c'est celui qui vient dans votre baignoire vous agresser. L'ennemi, c'est celui qui agresse votre population par le meurtre, qui envahit votre territoire concrètement et qui détruit vos institutions. C'est les 3 composantes d'un État en relations internationales, en géopolitique. Et donc, si on commence à considérer comme ennemis tous ceux qui ont un modèle contraire au nôtre, on fait la guerre à la plupart des pays de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est clair. Et donc, ce sera beaucoup plus de guerre. C'est pour ça que pour éviter la guerre, justement, il ne faut pas chercher, c'est choquant, mais malheureusement c'est réaliste, il ne faut pas chercher à renverser. Une nation n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Ah, vous parlez de Gaulle, il est tellement extraordinaire dans ses propos. En 1961, il a fait un grand discours dans lequel il disait « Si la France doit faire une guerre, ça doit être la sienne.
Et il critiquait le fait que certaines alliances peuvent nous entraîner dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Rien de plus actuel que cette phrase. Tout à fait. Merci Alexandre. Je crois qu'il faut méditer cette phrase-là, cette phrase du général de Gaulle, parce qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire et la situation dans laquelle nous sommes. Et il voulait une Europe des nations qui soit justement fondée à partir d'une réforme de l'OTAN. Regardez le visionnaire, il y avait pourtant la menace soviétique, il pensait que l'OTAN devait être réformée avec un volet de défense européen indépendant. L'homme d'État pense aux futures générations, le politicien pense à ses réélections. Et la transition est toute faite puisque demain nous recevrons Pierre de Gaulle, André Berkoff. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, c'est publié chez l'Artilleur. Merci André Berkoff d'avoir animé l'émission. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye, à demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.